Alors, nous allons commencer cette journée très spéciale qui est organisée par l'association Schizo-Oui dans le cadre de la clôture des 10e journées francophones de la schizophrénie. Et pour les 10 ans, Mme Trouit a dit que ça serait bien qu'à Paris, dans un lieu symbolique puisqu'on est au ministère de la Santé, on fasse une journée complète sur qu'est-ce que, on va dire, l'honnête homme, comme on disait dans le temps, doit savoir aujourd'hui de la schizophrénie, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès sur la compréhension de ce trouble, sur la façon de traiter, des progrès qui ont du mal à diffuser dans le public, qui ont du mal aussi à diffuser aussi dans les pratiques psychiatriques. On voit qu'il y a une très grande hétérogénéité des pratiques psychiatriques en France. Les problèmes qu'on a avec les malades aujourd'hui, qui sont nouvellement malades depuis quelques années, c'est plus du tout les mêmes problèmes qu'avant. Ils travaillent, ils ont une vie beaucoup plus normale. Il y a de l'espoir dans cette maladie. Le but de cette journée, c'est de vous donner des éléments pour que vous parliez autour de vous de ce qu'est vraiment la schizophrénie. Le regard des autres, le regard que la société va porter sur la schizophrénie, nous en sommes responsables. Certes, on sait qu'il y a des agrégations familiales. On sait aussi que la schizophrénie reste relativement prévalente, alors que généralement les patients n'ont pas ou peu d'enfants. Donc il n'y a pas une transmission via les patients. On sait aussi que certains patients n'ont pas d'apparenté, qui ont des troubles psychiatriques ou en tout cas des schizophrénies au premier degré ou au deuxième degré, donc ce qu'on appelle les cas sporadiques. Ce n'est pas rare. On a montré plus récemment qu'il y avait un effet du père, c'est-à-dire qu'il y a un risque plus élevé lorsque le père est plus âgé. C'est vrai pour toutes les pathologies génétiques, à vrai dire, pas seulement dans la schizophrénie, dans l'autisme, ça a été montré aussi, mais dans d'autres pathologies aujourd'hui, on sait qu'il y a un peu plus de mutations de novo chez les pères âgés. On parle souvent de l'anomalie dans le gène DISC1, qui a été un des gènes incriminés dans la schizophrénie. Les variants génétiques de DISC1 peuvent être associées à l'autisme, aux troubles bipolaires, à la schizophrénie, à la dépression et encore d'autres choses. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un mécanisme simple de transmission simple. Et puis la dernière chose, c'est que depuis quelques années, depuis 2009 plus précisément, on a un petit peu battu en brèche cette idée que parce que la schizophrénie est une maladie fréquente, on s'est associé à des variants fréquents. Ce qui émerge aujourd'hui, c'est la notion que certaines formes de maladies pourraient être génétiques mais non transmises, c'est-à-dire liées à l'émergence en général de novo, c'est-à-dire chez l'enfant, d'une nouvelle mutation et qui pourrait, elle, avoir un effet majeur. C'est une aventure qui a pu changer grâce à des avancées technologiques, et notamment la séquence de l'exome. C'est une technologie nouvelle qui n'était pas possible il y a quelques années, et qui a permis de montrer, alors dans ce premier papier qu'on a réalisé avec une équipe canadienne, qui a permis de montrer qu'il y avait un excès de mutations de novo ponctuelles chez certains patients. Dans quel gène? C'est la question. Est-ce que cette mutation est réellement responsable de la maladie en elle-même? C'est aussi toute la question. Et bien sûr, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, toutes les données qui concernent la génétique de la schizophrénie sont des données qui portent sur de grandes échelles de population et qui ne peuvent pas avoir une significativité à titre individuel. Ce qu'on peut uniquement dire dans une famille, c'est que la présence d'un individu atteint augmente le risque pour les autres. Que lorsqu'on a un apparenté atteint du premier degré, le risque de développer la maladie est multiplié par 10. Chez les vrais jumeaux, le risque est presque de 50%. Il n'est pas de 100%. Alors que les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux, partagent le même patrimoine génétique. Et pourtant ne partagent que dans un cas sur deux la maladie. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Il existe des facteurs de risque génétiques, mais dont la transmission entre parents est variable. Des cas de mutation génétique de novo, c'est-à-dire nouvelles chez l'enfant et non transmises par les parents, ont été découverts. Le risque génétique ne suffit pas à expliquer l'émergence des troubles schizophréniques. Les travaux ont montré
le rôle central du développement cérébral dans le développement de la schizophrénie. Pour être un petit peu plus précis, durant la période précoce, dans la vie fœtale, des facteurs de risque précoce comme certains gènes, comme la présence de certains virus, des anomalies au niveau du placenta. Durant la vie fœtale, ce qui est important, les grands changements se font au niveau de la forme du cerveau, c'est-à-dire qu'on va passer d'un cerveau qui a une forme quasiment lisse à un cerveau avec une forme typique de cerveau, c'est-à-dire extrêmement plissé. Nous avons pu mettre en évidence des anomalies au niveau des plissements du cerveau, donc ici au niveau de ces structures indiquées en rouge, ce qu'on appelle les sillons, c'est un petit peu les vallées du cerveau, et donc on a observé que ces plissements du cerveau étaient moins marqués dans les régions qui sont impliquées dans le langage. Alors ça ne veut pas dire que c'est le développement cérébral durant la période fœtale qui va faire qu'on va percevoir pas des hallucinations, mais ça veut dire que ça va conférer une vulnérabilité et que sous l'interaction d'autres facteurs plus tardifs, cette vulnérabilité va pouvoir s'exprimer par ces symptômes hallucinatoires. Les études en imagerie ont permis de suivre le développement du cerveau chez des sujets qui sont atteints de schizophrénie. Ce qui a été observé, c'est une diminution plus importante de l'épaisseur du cortex chez les patients souffrant de schizophrénie par rapport aux adolescents sains. Les travaux en biologie montrent que ces modifications de l'épaisseur corticale sont en grande partie associées à des modifications du nombre de synapses. Les synapses, c'est ces parties des cellules nerveuses, des neurones, qui assurent la connexion entre les neurones entre eux. C'est-à-dire que ces modifications cérébrales peuvent être interprétées comme des modifications de la communication au sein des neurones entre eux. Et donc on comprend pourquoi ces modifications, ce développement cérébral a un rôle fonctionnel. Il a un rôle fonctionnel via ces changements de connectivité entre les différentes régions du cerveau. Des anomalies dans le développement neurobiologique du cerveau ont été vérifiées grâce aux nouvelles techniques d'imagerie. 2 périodes critiques pour développer ces vulnérabilités, la période fœtale et l'adolescence. Globalement, on peut dire que la maladie se présente de la façon suivante. Il y a ce que l'on observe cliniquement et il y a le génotype. Il y a probablement des personnes qui sont porteuses d'un génotype de vulnérabilité à la maladie et qui n'expriment pas la maladie. D'autres, au contraire, expriment la maladie alors qu'ils ont des facteurs de risque génétique probablement mineurs au développement de la pathologie. Alors pourquoi ? À cause probablement de l'existence de facteurs environnementaux. Si on prend le moindre des marqueurs qui a été validé comme marqueur de vulnérabilité à la schizophrénie, on est aux alentours de 8 à 10% de la population générale. 90% ne développeront pas de troubles du tout. Donc pourquoi 10% vont développer ? Et c'est là qu'apparaît un certain nombre de facteurs de risque d'environnement, le stress, le cannabis. Les études scandinaves ont bien étudié l'impact du cannabis sur le développement ultérieur d'une psychose. Ça multiplie par 3 le risque. Et ça peut multiplier, il y a un effet dose dépendant, et ça peut multiplier le risque jusque par 6. Chez les sujets qui sont à risque, en particulier de schizophrénie, la consommation de cannabis diminue de manière très importante l'épaisseur corticale. Donc on voit un facteur environnemental qui va avoir un impact délétère sur l'anatomie du cerveau. D'autres facteurs, le stress. On sait que l'incidence du stress est considérable dans la vulnérabilité aux troubles psychiques, mais il y a également des facteurs protecteurs qui sont peut-être moins bien étudiés à l'heure actuelle, mais qui permettent de moduler cette vulnérabilité, ce qui veut dire que repérer les personnes vulnérables, ça veut dire aussi pouvoir agir sur l'environnement pour exercer ce rôle protecteur. « 10% seulement des personnes porteuses d'une vulnérabilité à la schizophrénie développeront plus tard des troubles. Des facteurs d'environnement, comme le stress et la consommation de cannabis, ont une influence majeure dans le déclenchement des schizophrénies. La schizophrénie est une affection mentale qui va débuter à l'adolescence et adulte jeune.
c'est-à-dire dans cette période des 16-24 ans, où, on l'a vu tout à l'heure, le cerveau est en pleine maturation cérébrale. C'est une période aussi où le jeune est en pleine transformation physiologique et psychologique. Et c'est une période aussi qui est déterminante pour son avenir ultérieur, son insertion socio-professionnelle. Donc déjà, on comprend a priori l'importance qu'il y aurait à développer des structures de soins pour détecter et prendre en charge ces jeunes. Les signes psychotiques, ce sont les hallucinations auditives, le fait d'entendre des voix. C'est le délire, le fait d'avoir des idées, des croyances qui sont inadaptées par rapport à la réalité. La maladie, le trouble schizophrénique, commence en général par des signes d'alarme qu'on appelle des signes prodromiques. Ces signes prodromiques permettent de dater le début de la maladie. Tout le problème, c'est de le repérer. Et comme vous le voyez, tous ces signes sont quand même relativement banaux. Et donc, on ne peut pas porter un diagnostic de psychose à ce stade prodromique. Pourtant, des équipes ont essayé d'identifier à ce stade-là des jeunes à haut risque de développer une psychose. Et ces équipes ont essayé de mettre en place des thérapeutiques précocement à ce stade-là pour infléchir la psychose, pour prévenir la psychose. Ces travaux sont, on va dire, relativement décevants à ce stade-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne prévient pas la survenue de la psychose, mais on la retarde. Donc vous avez compris que la maladie, elle va débuter avant l'émergence des symptômes psychotiques. Et qu'est-ce qui se passe en pratique? C'est même un sujet qui présente des symptômes psychotiques, eh bien, ne va pas forcément recevoir des antipsychotiques immédiatement. Et cette durée de psychose non traitée, elle est très variable, 1 mois à 2 ans. En moyenne, on l'estime à 6 mois à 1 an, ce qui est énorme. Et pourquoi c'est important? Parce que de nombreux travaux ont mis en évidence un lien entre délai de psychose non traitée et beaucoup de variables qui sont la mauvaise réponse aux antipsychotiques, les chances de rémission, un taux plus élevé de rechute ultérieure et un mauvais devenir. Beaucoup d'équipes dans le monde se sont mobilisées et ont créé des structures spécifiques pour détecter précocement la psychose et prendre en charge précocement ces jeunes. Il y a des choses relativement simples à faire, c'est ce qu'on a fait à Caen avec aucun moyen supplémentaire. Tout le travail de l'équipe est basé sur le case managing, c'est-à-dire une personne référente qui n'est pas un médecin, j'insiste bien, qui va coordonner les soins et surtout aller au-devant du jeune. Et puis, une équipe qui permet d'intervenir de manière intensive dans le milieu, de façon à éviter les hospitalisations. Et intervention intensive dans le milieu, ça veut dire des consultations multidisciplinaires qui peuvent être quotidiennes pendant plusieurs jours. Ce qui est dit là, c'est quelque chose d'assez nouveau en France, qui est connu des professionnels, mais qui n'est pas connu du public. C'est-à-dire que c'est une nouvelle organisation des soins. Donc il faut que vous entendiez ça, parce que vous allez entendre des fois d'autres discours, il faut que ça change dessus. Actuellement, on ne sait pas prévenir l'émergence des troubles, mais on peut prendre en charge précocement et réduire la durée de psychose non traitée. Les études montrent que la prise en charge précoce limite les risques d'évolution vers des formes résistantes et préserve les chances de rémission. Premier plan, il y a les troubles de la mémoire. Vous savez tous ce que c'est les troubles de la mémoire. Il y a les troubles de la concentration, c'est-à-dire maintenir son attention pendant un certain temps, des difficultés pour arranger une séquence d'actions ou alors pour organiser ses pensées, c'est-à-dire tenir un raisonnement cohérent, pouvoir identifier les visages, les reconnaître, ou tout simplement explorer son environnement quand on est dehors dans la rue. Alors ça, ce sont des exemples de troubles cognitifs donc, qui touchent la perception, l'action, l'attention, la mémoire. Plusieurs études ont montré qu'ils ont un impact sur la vie quotidienne des patients et sur leur capacité d'interaction sociale. Faire les courses, lire et comprendre un livre, faire une recette, trouver son chemin, mais aussi interagir avec autrui, reconnaître les émotions, ou les exprimer.
Et donc, ce que permettent ces connaissances, le fait qu'on sait qu'il y a des troubles cognitifs dans la schizophrénie, c'est le développement des techniques de remédiation cognitive. Ça consiste à identifier les troubles cognitifs qui gênent les patients et puis à essayer d'y remédier. Mais moi, je viens au titre de la recherche et je veux aussi vous expliquer ce qui reste à faire pour améliorer les choses. Notre ambition, quand on veut comprendre la schizophrénie, c'est de comprendre aussi ce qui amène aux symptômes cliniques, aux hallucinations, aux délires, etc. Et là aussi, les cognosciences fournissent des outils et on essaye de comprendre comment on peut passer de troubles qui touchent l'attention, la perception, le temps, la mémoire, aux symptômes cliniques, aux délires. Mais évidemment, ce qui est vrai, ce que je vous ai décrit pour une tâche aussi simple que celle de faire ses courses, on a déjà besoin de toutes ces fonctions cognitives, est encore plus vrai pour des comportements aussi complexes que les hallucinations, le délire, des symptômes qu'on comprend déjà pas très bien. Et c'est pour ça que les études en cours essayent maintenant d'intégrer différents types de troubles cognitifs, de voir comment ils interagissent, comment ils contribuent à l'émergence de symptômes tels que le fait que les patients parfois attribuent leurs pensées, leurs actions à une force extérieure. Toutes ces questions, il faut qu'on les adresse pour mieux comprendre les troubles cognitifs dans la schizophrénie et pour mieux les traiter. L'existence de troubles cognitifs est établie dans la schizophrénie. Ils affectent la mémoire, l'attention et la perception. Ces troubles doivent être pris en compte dans le traitement des schizophrénies. Mieux les comprendre permettra de mieux soutenir les personnes au quotidien. L'histoire des neuroleptiques, ça a déjà maintenant 60 ans. La première personne qui a reçu cette molécule était un psychiatre qui se l'est auto-administré à l'hôpital Paul Guiraud. Et puis, ça a été administré ensuite à des patients à l'hôpital Sainte-Anne par deux médecins qui étaient le professeur Delay et le professeur de Nicker, dont vous pouvez voir la photo, qui ont pu décrire qu'il y avait une création d'indifférence psychomotrice, de sédation de l'agitation. C'était la première fois qu'on voyait qu'une molécule chimique administrée à l'homme était capable de modifier un comportement en réduisant progressivement les troubles psychotiques aigus et chroniques. Et puis des symptômes de mauvaise tolérance qui étaient un effet de rigidification du patient, c'est-à-dire un syndrome parkinsonien. La question qui se pose, c'est à partir de quand on a commencé à comprendre comment fonctionnait ce médicament, la chlorpromazine et les autres molécules de la même série. Eh bien, c'est plus tard, grâce aux travaux d'Arvid Carlsson, qui a reçu le prix Nobel en 2000 et qui est un chercheur suédois. Il travaillait sur la dopamine qui, à l'époque, n'était pas du tout vue comme un neurotransmetteur, mais simplement un produit qui était dans la chaîne de fabrication d'un autre neurotransmetteur, la noradrénaline. Il avait à sa disposition une autre molécule, la réserpine, qui donnait chez l'animal un état totalement de sédation et un tableau parkinsonien. Et il voit pour la première fois un effet physiologique de la dopamine, c'est-à-dire que chez ces lapins qui sont traités par la réserpine, eh bien, il peut réverser les effets de la réserpine par la dopamine. Voyant que les antipsychotiques avaient des effets pro-parkinsoniens chez le malade, il va donc aller étudier, se disant qu'on est dans la même situation qu'avec la réserpine, des molécules antipsychotiques comme la chlorpromazine et la dopamine. Et dès les années 60, voyant que ça n'a pas d'effet, ces molécules antipsychotiques, sur la noradrénaline, mais uniquement sur la dopamine, il va décrire toute la physiologie de la transmission synaptique par un neurotransmetteur. Dans les années qui vont suivre, on va pouvoir montrer qu'il existe plusieurs types de récepteurs à la dopamine, des qui vont activer
des cascades à l'intérieur du neurone, que l'on mettra sous le terme de récepteurs D1, et des récepteurs qui vont inactiver des cascades biologiques à l'intérieur du neurone et qu'on appelle les récepteurs D2. Et Seeman va montrer qu'il existe une corrélation, c'est-à-dire une association entre la capacité à se lier de médicaments antipsychotiques et des récepteurs D2. Autrement dit, plus un médicament antipsychotique aime le récepteur D2 et plus il est efficace. Tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, les médicaments que nous utilisons, j'en ai mis quelques exemples de ceux qui sont en tout cas commercialisés en France, qu'ils soient de première génération, de seconde génération ou dits des nouveaux atypiques, eh bien, ils ont un point commun, c'est que ce sont tous des antagonistes des récepteurs D2, qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de molécules à notre disposition qui ne soient pas des molécules qui interagissent avec le système dopaminergique. L'existence d'un lien entre les troubles schizophréniques et un dérèglement du système dopaminergique a été vérifiée. Les médicaments antipsychotiques soulagent les troubles schizophréniques en bloquant la dopamine. On a vu que les molécules que l'on utilisait étaient des médicaments qui bloquent le système dopaminergique, et on sait aussi qu'il existe des patients qui répondent et d'autres qui ne répondent pas bien au traitement. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs anglais et qui est publiée récemment et qui montre que chez des patients qui ne répondent pas aux antipsychotiques, comme c'est le cas ici, et en bleu ciel, eh bien vous voyez qu'ils ne se différencient pas des contrôles, ce qui veut dire que leur système dopaminergique n'est pas hyperactif. Donc que le blocage de ce système n'est, dans un sens, on a l'explication pourquoi il n'est pas efficient. Quelles sont les particularités de ces patients qui souffrent de ces formes résistantes? C'est des patients qui ont un âge de début plus précoce, un nombre d'hospitalisations plus important, une histoire de complications obstétricales, ce qui renvoie à l'impact de l'environnement, une longue durée de psychose non traitée, ce qui laisse penser que l'absence de traitement, l'absence de prise en charge précoce favoriserait des évolutions vers ces formes résistantes. 30% répondront à la clozapine. La clozapine est supérieure aux neuroleptiques de première génération, est supérieure également aux antipsychotiques de seconde génération sur beaucoup d'aspects de la pathologie. Ceci étant dit, ce n'est pas la panacée. Elle génère de nombreux effets indésirables. On n'a pas tellement envie de la prescrire. En tout cas, on essaie de réduire sa prescription à une population de plus en plus restreinte. Donc, pour les patients qui ne tolèrent pas et pour les patients qui ne répondent pas, que peut-on faire? Les guidelines suggèrent le renforcement de l'action du Leponex par l'adjonction d'autres molécules. C'est une pratique en réalité qui est courante. Dans les études, la supériorité des stratégies d'association n'est pas confirmée, mais dans la pratique, c'est une technique qui est souvent très utile et qu'il faut prendre en considération, d'autant plus qu'une association, celle du Leponex avec l'aripiprazole, au-delà de l'efficacité qu'elle peut avoir sur les dimensions déficitaires, a montré un véritable intérêt sur l'amélioration du profil métabolique des patients. Avec les développements technologiques récents, ont été développées des sondes qui permettent de stimuler de manière focale, donc des petites régions cérébrales, et de modifier leur activité cérébrale. On fait passer du courant dans des bobines de cuivre, et ce courant, en passant dans ces bobines de cuivre, génère un champ magnétique. Donc c'est ça la stimulation, la fameuse stimulation magnétique transcrânienne. C'est une stimulation qui est indolore, ça ne nécessite pas d'anesthésie, et si on l'applique de manière prolongée, eh bien, on peut avoir des effets qui perdurent dans le temps. En ce qui concerne les symptômes hallucinatoires dans la schizophrénie, qui ont été évoqués comme étant parmi les symptômes réfractaires les plus fréquents aux antipsychotiques, les études qui ont validé cette méthode ont proposé de mettre au repos une des régions qui faisait partie des réseaux du langage, qui s'appelle la région de Wernicke,
avec une efficacité sur la sévérité des hallucinations. Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui des stratégies innovantes thérapeutiques pour les symptômes résistants, les symptômes pharmacorésistants, dont les hallucinations. En cas de résistance ou d'intolérance aux médicaments, des stratégies d'association de plusieurs molécules et des solutions non médicamenteuses peuvent être proposées. La stimulation magnétique transcrânienne ou RTMS est aujourd'hui recommandée pour soulager les hallucinations auditives résistantes.